La semaine dernière, dans Ecorama, on vous parlait des raisons pour lesquelles les marchés pouvaient encore progresser. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à la pensée contraire, à la pensée inverse, qui n'est pas une pensée complexe. On souffle le chaud et le froid. Exactement. Et voilà, et la question, c'est quelles sont les raisons qui pourraient faire chuter les marchés. Et c'est toujours, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours Laurent Grassin qui va s'y coller. Bonjour Laurent. Oui, comme ça, je vais avoir la réputation d'une véritable girouette. Hein, qui c'est qui tourne, la girouette ouais, voilà, exactement. Laurent Grassin, donc journaliste Boursorama. Vous ne perdez pas un peu le nord, là, justement, à faire tout son contraire? En fait, l'idée était de s'intéresser à une espèce de riscomètre de ce qui, à un moment, trottait dans l'esprit des analystes, des experts sur les dangers qui menacent les marchés. On ne va pas reparler des valorisations parce que c'est un thème qu'on a longuement débattu, notamment la semaine dernière, mais il y a d'autres choses qui les préoccupent et c'est quand même bien de s'y intéresser. Alors, on est aujourd'hui le jeudi 26 octobre. Il se passe un truc. Je crois. Il y a la BCE qui va rendre effectivement sa décision sur les taux d'intérêt avec une conférence de presse que tout le monde va suivre. On est au début de cette phase. On poursuit la réduction du quantitative easing. Et ça, même si ça est bien piloté avec de la com, c'est un risque pour les marchés. Parce qu'on est comme en... C'est inédit. Dans le riscomètre, hein, si je reprends cette expression des analystes, des experts, c'est sans doute ce qui arrive en premier, effectivement, ce resserrement monétaire des différentes banques centrales. Alors aujourd'hui, vous le disiez, c'est 26 octobre. La BCE va certes rendre sa décision sur les taux, mais ce n'est pas tellement là-dessus qu'elle est attendue, c'est sur sa communication, sur la réduction des achats d'actifs. Alors on n'est pas encore en resserrement monétaire, c'est juste qu'on va moins acheter. Ce qui ressort des différentes lectures que j'ai pu avoir, c'est que les experts se retrouvent autour d'un scénario qui serait d'une réduction du plan de rachat de moitié, 30 milliards. On coupe la poire en deux. On coupe la poire en deux sur les 9 prochains mois. Et ça 9 prochains mois à compter du 1er janvier 2018. Exactement. Et donc, on terminerait en septembre 2018. Ça leur va plutôt bien, ce scénario. C'est ce que le marché a acheté. C'est ce que le marché a acheté. Mais les analystes peuvent pas s'empêcher de s'inquiéter, de se dire, après tout, voilà, il y avait David Laferty, Natixis, qui dit « le ballon est tellement énorme que même si tout cela est très bien piloté, même si tout ça est vraiment fait au millimètre, il y a toujours ce risque que ce resserrement, en tout cas cette moindre liquidité des marchés, moindre liquidité des politiques monétaires des banques centrales se retrouve sur les marchés. Ici, notamment l'exemple américain, en disant que eux, quand même, si en plus ils ont un risque de regain de l'inflation, parce que tout ça est fait à perspective d'inflation constante, donc si l'inflation redémarre, là on pourrait se retrouver avec des banques centrales qui sont contraintes d'agir plus vite sur le resserrement monétaire, et là, patatras. Bon, il y a aussi un autre grand risque qui nous pend au nez, c'est justement, on en parle là, l'accélération de l'inflation, mais en même temps... sans vouloir revenir sur le sujet, ça a accéléré quand même quand on regarde au mois de septembre. Quand on regarde les salaires, on est passé de 2,5 à 2,9. C'est un pic du mois de septembre, mais là, encore une fois, on peut craindre que ça s'accélère. C'était un peu l'inflation, c'était un peu Seran, ne vois-tu rien venir. Hein. Donc, on n'était pas de dire, oui, attention à l'inflation. Et puis, pour le moment, ça ne s'est pas matérialisé. On est en dessous des projections, que ce soit pour la Fed ou la BCE. Mais il y a des analystes, enfin notamment je pense aux gens de chez la banque Neuflize OBC, qui est une filiale de ABN AMRO. Eux, c'est carrément dans leur spectre sur les mois à venir, peut-être pas tout de suite, mais peut-être début de l'année 2018. Ils expliquent qu'en fait, il y a un argument qui est assez intéressant, c'est de dire qu'il y a un décalage toujours très long entre l'ajustement du chômage à la hausse ou à la baisse et les salaires. Et que donc, effectivement, le chômage aux États-Unis a baissé. Ça recoupe des catégories de travailleurs différents, dans des secteurs différents, et qu'en gros, tout ça met du temps à se mettre en ordre de bataille, mais qu'effectivement, vous le disiez, là, on a vu taux de chômage qui a reculé à 4,2, qu'on est quand même un taux de chômage qui est extrêmement faible aux États-Unis, et une accélération des salaires, effectivement, de 5 à 2,9 en rythme annuel. Et il nous explique, si la relation entre taux de chômage et croissance des salaires se renforce, alors il peut y avoir une conséquence assez importante sur la politique monétaire qui n'est pas anticipée par les marchés. Oui, mais la Fed, elle a ça en tête quand même. Sinon, on l'a compris, elle l'a compris elle aussi. Hein. Voilà, alors elle l'a bien compris, mais c'est l'autre petite lumière, le petit voyant orange dans le coin de l'œil des analystes, c'est qui sera le prochain patron de la Fed. Vous en parliez hier avec Didier Saint-Georges. Il y a 2 candidats qui sont en lice. A priori, on pense que Janet Yellen, elle n'est pas totalement en dehors du spectre, mais on pense que ça se jouera plutôt peut-être en Jérôme Powell, vision plutôt consensuelle, plutôt dans la lignée de Janet Yellen, auquel cas, ça devrait aller, ou peut-être John Taylor, alors vous le citiez également, c'est
l'homme de la règle qui porte son nom. Et lui, là, c'est Jérôme Powell qu'on voit. Voilà. Ouais, et là, c'est John Taylor. Exactement. Tiens, voilà, exactement. Et lui, pour le coup, a une image un peu plus... justement, on se dit que il approche... Les marchés sont en train de se dire, voilà, mais avec John Taylor à la tête de la Fed, il y aurait peut-être un resserrement monétaire plus fort, plus dur qu'on ne le pense, même si lui aussi, il a été très rassurant, il ne veut pas créer de choc sur les taux. Mais si on applique sa règle de Taylor, là... Ça fait peur. Hein. Ouais, là, on devrait être à 3,7%. Les taux Fed Fund qui sont entre 1 et 1,25% devraient être en théorie à 3,7%. Voilà. Et là, ça sera un cataclysme sur les marchés. Voilà. Alors, à voir si, s'il arrive à la tête de la Fed, s'il peut-être un ticket. On parle d'un ticket entre les deux. Hein. C'est sur Fox Business. Donald Trump n'a pas exclu l'idée d'un ticket entre John Taylor et Jérôme Powell. Le good cop, bad cop, hein, peut-être, de la Fed. Parce que le sien qui est envoyé au marché n'est pas le même. Hein, voilà. Si c'est l'un, si c'est l'autre. D'ailleurs, soit dit en passant, mais s'il a envie de se faire réélire, Donald Trump, mettre à la tête de la Fed un type comme... John Taylor, pour le coup, c'est un peu risqué sur l'économie, l'impact que ça peut avoir sur l'économie, sur le marché. Bref, fermeture de parenthèse. Il y a ça, il y a aussi, et il y a le relèvement des taux. Hein, ça, c'est BFT Invest Manager qui en disait, ça y est, on a acté a priori le relèvement des taux de la Fed en décembre, mais il y en a encore un paquet d'autres à suivre. Il y en a trois autres en 2018. Trois autres, sauf que jusqu'à présent, la Fed n'a jamais tenu ses engagements, ses projections n'ont jamais été tenues. Elle a toujours fait la moitié du chemin. Donc là, pour le coup, les investisseurs sont en droit de ne pas y croire. Ils sont en droit de ne pas y croire. En tout cas, il y a cette incertitude sur qui posera son postérieur sur le siège de président de la Fed et quelle attitude, quel impact il va avoir. On parle aussi, j'imagine bien sûr, parmi les menaces au-dessus de nos têtes, les risques géopolitiques. On y croit moins. Oui, on y croit moins en fait. Enfin, c'est vrai qu'il doit se faire peur. Oui, j'ai l'impression, il y a certains analystes qui disent oui, sauf si ça dérape en Corée quand même. Alors oui, mais bon, on voit, la Corée c'est déjà un peu sorti de l'actualité. Certains pointent en avant les difficultés en Europe, le retour des extrémismes, notamment lors des dernières élections allemandes, de dire que la construction européenne pourrait de nouveau être un petit peu en panne. Bon... Business as usual, pour le moment, les marchés s'en moquent comme d'une guigne. Je ne pense pas que cette menace-là soit vraiment à considérer au premier plan des risques sur les marchés. Bon, on en parle, en même temps on l'évacue, mais en même temps c'était bien aussi de la citer. Il y a un truc dont on parle beaucoup moins en ce moment, c'est le pétrole. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Parce que sur 3 mois, on n'est quand même pas très loin. Il y a eu, je sais pas, peut-être 20% de hausse. On n'est pas très loin des $60. Alors, 55, 60 $. En fait, nous, on n'en a pas parlé, mais effectivement, on a passé les mois d'été tranquillement. On arrive fin octobre. Il a pris, alors ça dépend si vous prenez le Brent, le WTI, mais on va dire entre 15 et 20%. On a un baril qui se tient bien au-dessus de $58. Bon, alors là, cet argument, on aurait pu dire pourquoi pas, après tout. Mais on a vu hier, on a été un petit peu infirmé par l'actualité, puisque les stocks aux États-Unis, qui sont un grand marqueur, ont rebondi, alors qu'on attendait, ils ont rebondi, attendez que je ne vous raconte pas de bêtises. Ils ont avancé de 900 000 barils, alors qu'on était plutôt sur une baisse. Donc à chaque fois qu'on se dit que le pétrole va augmenter, on se rend compte que les Américains stockent. En tout cas, bon, il y a quand même pour le coup là un vrai enjeu géopolitique. Il y a quand même la reconquête de l'Irak qui est en train de se produire face à l'État islamique, avec potentiellement... des risques de nouvelles tensions entre les Kurdes, les forces irakiennes, donc petite incertitude. Et puis là, c'est une analyse de Neil Dwayne d'Alliance qui disait que le risque sur l'offre d'or noir était sous-estimé. Et il disait que la croissance du gaz de schiste... Le risque sur l'offre est sous-estimé. Il disait qu'il n'y aurait pas une croissance de production. Peut-être que les Américains, que le pétrole de schiste américain, peut-être qu'il y en aura moins que ce qu'on attend. C'est ça il peut y avoir ça aussi. Et puis le fait est que, encore une fois, si on regarde le taux de chômage aux États-Unis à 4,2%, si demain il y a des tensions géopolitiques, vous allez remettre des puits en production, peut-être que les gens qui vont venir bosser, vous les paierez plus cher, parce qu'il y a moins d'offres de travail sur le marché, donc vos coûts de production vont augmenter. Donc vos prix vont augmenter. Donc pourquoi pas? Donc c'est pas, mais malgré tout, vous écoutez, c'est pas ce qu'on regarde en premier, le pétrole. Non, ce qu'on regarde en premier, c'est qui va être le prochain ou la prochaine monsieur, madame Fed. On le saura avant le 3 novembre. Voilà, et puis toujours, on va rester les yeux rivés sur le curseur du resserrement monétaire des banques centrales, Fed, BCE. Dont notamment ce jeudi, on en parlera dès demain, bien sûr, dans Ecorama. Merci Laurent Grassin. Merci David. Bye.